aluminium. On a des usines de fabrication des bobines en Grèce, c'est bon, le pointeur marche pas. En Grèce, c'est Elval, et en Angleterre, c'est Bridgnorth. Et ensuite, on a Elval Color, où on fabrique nos panneaux composites. On a aussi une usine d'extrusion qui s'appelle Etem. Donc ça, c'est notre avantage, notre point fort pour nos panneaux composites, c'est qu'on fabrique des bobines aluminium. Donc par exemple, ici, vous voyez une photo de notre usine Elval en Grèce. C'est toute une ville entière, comme vous pouvez voir, c'est très grand. C'est 600 000 mètres carrés de surface. Ici, on fabrique 500 000 tonnes à l'année. Et qu'est-ce qu'on fait dans notre usine? On fond de l'aluminium recyclé, on fait l'alliage qu'on veut faire, et on fabrique ces lingots qui pèsent 30 tonnes et 10 mètres de hauteur, qui sont chauffés à chaud dans des fours de très grande dimension, et ensuite ils sont laminés à chaud pour les transformer en des bobines aluminium. Une fois qu'on a les bobines, on les laque dans une de nos 5 lignes de laquage. Une fois qu'ils sont laqués, on fabrique les panneaux composites Étalbon. Le panneau composite, c'est 2 bobines d'aluminium qui sont déroulées, et on fait une extrusion au milieu d'un noyau résistant au feu. On a pour l'architecture 2 types de noyaux. Le noyau FR classement B selon la norme européenne, et les noyaux A2 classés en combustible. C'est un produit, comme on a dit, pour fabriquer les bobines, on part de l'aluminium recyclé, et les produits, il est entièrement recyclable, puisqu'on parle de 2 couches d'aluminium et un noyau en matière minérale organique, donc recyclable aussi. Donc c'est un produit à 98% recyclable. Voici une photo de l'usine où on fabrique les panneaux composites. Non seulement on est fabricant des bobines et des panneaux composites, donc on est verticalement intégré, on fabrique tout de A à Z, mais aussi on fabrique notre propre panneau composite en combustible A2. Vous voyez derrière la photo la ligne de fabrication de ce produit, qui est une ligne très complexe, parce que pour faire le mélange qui fait cette extrusion du noyau en combustible, il faut tous ces fours que vous voyez là pour faire ce mélange. Les noyaux en combustible, pour avoir l'incombustibilité, c'est classé selon la norme, mais on joue avec 3 matériaux, le carbonate de calcium, l'hydroxyde d'aluminium et l'hydroxyde de magnésium. Nous, comme on contrôle les processus, comme on les fabrique nous, on va toujours au-delà de la norme pour réduire le pouvoir calorifique du panneau et atteindre les maximum performances au niveau pouvoir calorifique, qui se simplifie par en mettant le plus possible de magnésium, d'hydroxyde de magnésium. On exporte partout dans le monde, États-Unis, Australie, tous les pays d'Europe, Afrique. Et au niveau feu, on passe tous les cessez-feu grande échelle qui sont exigés dans tous les pays du monde. Notamment, ici en France, les cessez-feu, les pires 2. On a passé ces cessez-feu il y a 2 ans, avec des très bons résultats et avec différentes configurations de nos systèmes selon nos avis techniques. Configuration cassette, configuration système rifté vissé, avec des bavettes tous les 2 étages, et avec des systèmes intumescents qu'on ne voit pas et qui gonflent avec la chaleur. Non seulement on fait ces tests, c'est des tests grande échelle comme la photo qu'on voit ici. Donc en haut, on a les 3 tests les plus réputés au monde, on les a tous les 3. Et après, tout ce qui est avis technique et certification, pareil, on a tous les avis techniques espagnols, français, allemands, et dans tous les pays où on travaille. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos des projets qu'on a réalisés pour que vous voyez un peu les avantages du panneau composite. Le panneau composite, c'est un produit très versatile, on peut faire beaucoup de formes très facilement. L'avantage par rapport à une tôle solide,
c'est que c'est un panneau qu'on peut usiner très facilement. On fraise avec une machine à couper le bois, un contrôle numérique, et on le plie à la main. Donc pour faire ces formes-là, par exemple, ces laboratoires microbiologiques qu'on a réalisés à Séville, c'est très facilement de le transformer et d'avoir des formes différentes avec les panneaux composites. Voici quelques photos du projet. On a travaillé avec l'architecte Penelas qui est sur la photo. Voici, le résultat, il est joli alors que c'est simple à transformer. C'est faire des perforations triangulaires. Ici, là, les plis, c'est fraissé derrière et c'est juste plié. On a des plis parfaits. On obtient des résultats très performants et très jolis avec une transformation relativement simple. Ça, c'est un autre projet très grand avec des formes d'un coquillage. Ici, je voulais vous montrer surtout comme on est fabricant des bobines alu et des panneaux composites. On peut fournir à la fois la bobine alu. Pour ce projet, par exemple, on a fourni la bobine alu pour faire des systèmes joints debout, que vous voyez ici, qui est la première peau qui crée l'étanchéité du projet. Et on a fourni aussi les panneaux composites centrés qui font cette deuxième peau avec des différentes couleurs qu'on voit sur la photo. Un autre exemple de projet très différent, on va dire. Ici, on a fait un moule et on a fait avec de l'eau, de l'hydroformage, avec de l'eau sous pression, ces formes-là qui font 13 cm de boule. Et voici, vous voyez une photo du moule pour créer ces pièces. On a étudié, on a regardé, on a donné des garanties pour ces projets. C'est un théâtre aux Pays-Bas. Voici un autre exemple. C'est un exemple d'une petite maison réalisée à Madrid où tout est en panneau composite et Talbon. La solution initiale, c'était un tôle. Ils sont variantés tout en panneau composite. Ça, cette forme, c'est du panneau composite. Les perforations avec les plis, les lames et les cassettes verticales. C'est tout fait en panneau composite et Talbon parce que c'était plus facile à travailler et c'était l'architecte a voulu faire ces changements de tôle à panneau composite. Voici d'autres photos du projet. Un autre exemple, la Tour Sylvain à Bordeaux. Ça, on a fourni les panneaux l'année dernière. Système cassette selon avis technique. Non seulement la façade elle est en composite, mais aussi tout ce qui est habillage des fenêtres, tableau, appui de fenêtres, tout est fait en Talbon. Finition bronze métallique. Un autre exemple d'une réhabilitation d'un hôtel à Barcelone, avec un système selon avis technique horizontal S720, un rendu excellent. L'hôtel a changé complètement avec quelques perforations, 3 couleurs. Voici les cassettes du projet. Je vais un peu vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et beaucoup de projets à vous montrer. Des orbites à Athènes, encore de l'étalbon en combustible, et l'idée ici c'est de vous montrer des formes courbes centrées, des pointes ailes d'avion. On peut tout faire avec notre panneau. Il faut, oui, une ossature qui suit la forme, mais après on vient très facilement habiller avec les panneaux composites et avoir un résultat exceptionnel. Dans ce projet, on a même participé dans l'illumination du projet. Voici les formes et les calpinages où vous pouvez voir les différentes pièces. Parfois c'est polygonal, parfois c'est centré. L'arrêt d'un Narbonne, pareil, c'est cette forme-là. On a développé la solution technique avec des notes de calcul, avec des systèmes d'ancrage spécifiques. Voici le prototype du projet, quelques photos des notes de calcul. On a cette forme d'accordéon en porte-à-faux. Et en faisant des systèmes cassettes, ça rigidifiait l'ensemble. Au début, le projet était prévu en tôle simple, rivetée.
mais c'était très faible. Donc en faisant des cassettes, on donne la rigidité mécanique. Et donc on peut faire cette forme-là qui sont pas centrées. Dans ces cas-là, c'est des pièces droites, mais avec les rayons de courbure très grands, on arrive à avoir cet effet courbe avec des cassettes à facettes. Les technocampus d'éléments, c'est un projet magnifique avec une définition haute brillance, c'est du blanc haute brillance. Il n'y a pas de couleur sur la photo, il y a une seule couleur, c'est du blanc haute brillance, mais les reflets sont magnifiques. C'est des pièces pyramidales. Voici une autre photo. Ici, l'architecte a voulu, comme c'est les technocampus d'acoustique, il a voulu faire l'effet des salles anéchoïques d'acoustique avec les pointes sur la façade aussi. On a été première page sur Bardache Info, la dernière apparition, en novembre. Et voici le complexe des différentes couches qui comportent la façade avec un plateau de bardage, des l'isolant, encore du bardage et un système spécifique aussi. On a fait une note des calculs pour les systèmes d'ancrage à la façade de ces pièces-là. Encore quelques photos. Voilà. Cet été, il y aura la America's Cup, la course des bateaux Formule 1 à Barcelone. Ils sont en train d'échanger tout le port de Barcelone. On est en train de faire trois gros projets sur le port de Barcelone, et un desquels, les shopping Mare Magnum à la fin des Ramblas. Je ne sais pas si vous connaissez Barcelone. Finition en Odyssée bronze brossé, c'est notre catalogue nuancier Alpha Atom, pardon. Excellente aussi, et les reflets sont magnifiques, et des pièces pyramidales. C'est quatre triangles qui sont avec des retours vers l'intérieur et qui sont vissés en formant cette pyramide. Voici quelques photos. Ça va être les Time Out Market de Barcelone. Donc une finition en Odyssée dans ce cas. Nous avons fourni les plaques pour l'hôtel Sheraton 4 étoiles à Mérignac. Pareil, ici c'est droit. Les plaques sont droites et s'adaptent à la forme. Les rayons des courbures étaient assez grands, donc on s'adaptait à la forme du bâtiment, comme ça. Mais aussi la surtoiture, il y a une surtoiture, on voit ici la piscine qui est à un dernier étage, donc la surtoiture par derrière. Pareil, nos panneaux s'adaptaient à la courbe du projet. Voici la tour la plus haute de Chypre, encore une fois avec du lait Talbot en combustible A2. Et avec des formes aussi centrées. Voici une photo d'une des pièces. Il y a différentes façons de faire ces centrages. Celle-ci, c'est une manière de faire une cassette centrée. Quelques photos en plus. Et pour finaliser, je vous montre la tour Piraeus en Grèce. Encore avec des lait Talbot en combustible. Et ici, on a réussi, c'était des modules préfabriqués, comme souvent dans les tours, où il y a la menuiserie, et il y avait deux parties qui, originellement dans le projet, c'était des systèmes, des profils extrudés. Par des questions de poids, finalement, ça a été varianté du système profil aluminium extrudé à une solution avec une ossature et des lait Talbot A2 en combustible, qui au niveau des kilos, il y avait moins de kilos, donc plus optimisé et plus pour cette façade. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup. Merci Victor pour cette présentation. Le deuxième orateur est Nicolas Delplanque, vous-même, qui est directeur technique chez VSA, c'est un bureau d'études façades. Nicolas, tu vas intervenir sur la stratégie pour réduire le bilan carbone des façades. Bonjour. Bon, d'abord, je remercie l'interlocuteur précédent
de n'avoir pas directement traité cette question. Et je me dis que vous êtes complètement saturé par ce type de questions dans ce genre de salon. Néanmoins, je vais m'y appliquer. Alors, pour ce faire, je pense que le mieux, c'est que je vous présente notre façon d'aborder la question. Je vous présente des exemples d'études et également des exemples de réalisation. Maintenant, vous avez la chance d'entendre différents interlocuteurs et de pouvoir apprécier les différents points de vue sur ces questions. Donc, VSA se qualifie un peu comme ça, Unique Solutions. C'est un peu un jeu de mots parce que l'anglais permet d'enlever le S à unique, ce que ne ferait pas le français, mais ça montre bien notre notre souci d'aller chercher la spécificité et la singularité dans les projets, de telle sorte à ce que lorsqu'on fait un projet, finalement ce projet devient central et on regarde les règles qui semblent sortir et émettre de ce projet. Donc le bureau, c'est une équipe d'une 50aine de personnes, à la fois présente en Asie, également en France, à Lille. Un directeur adjoint, Jérôme Damien, moi-même au milieu, un directeur général, Robert-Yann Van Santen, qui est en train de filmer au bout de la pièce. Voilà, bonjour. Et un pôle éco-conception qui est formé essentiellement de personnes plutôt jeunes au bureau. Et c'est plutôt pas mal parce que ces personnes sont peut-être mieux disposées que nous, qui avons des réflexes et déjà des a priori, des opinions sur comment faire et comment fabriquer. Donc 30 ans d'existence, moi je travaille là-bas depuis bientôt une vingtaine d'années. Et sur les questions éco-conception, sur les questions biosourcées, bilan bas carbone, eh bien on est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on cherche et on trouve, mais je dirais que c'est en cours, et les solutions toutes faites ne sont pas encore en place comme elles peuvent l'être sur d'autres systèmes de façade. Et donc, quelle est la problématique de ce type de façade? C'est un peu comme sur tous les types de façades. On va chercher à coordonner différentes grandeurs. Donc ici, la grandeur de la masse carbone, du poids carbone, avec la performance. Alors on imagine qu'on est en l'an 90-2000 et qu'on met en place une isolation de façade. 100 mm, ça nous convient. On ne sait pas encore que ça pèse 4,2 kg de CO2 par unité de façade. Plus tard, maintenant, 2020-2025, on remet en place une nouvelle isolation pour cette façade, elle est plus épaisse. Son poids carbone, c'est-à-dire que le poids qu'elle fait peser sur l'environnement en tant que composant, a doublé. Donc tout de suite, nous, on voit que voilà, on se dirige vers la performance et le bilan carbone est moins bon. Donc on essaye d'agir, on met en œuvre un isolant biosourcé. L'isolant biosourcé n'est pas nécessairement capable de compenser la perte en bilan carbone de l'augmentation de l'épaisseur d'isolant qu'on a mis en œuvre sur 20 ans. Et puis l'isolant est biosourcé, on doit mettre en place un écran feu qui lui-même représente un poids carbone important. Et alors on se pose la question, mais alors on est en train de mal concevoir, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a augmenté la masse, et le bilan carbone augmente avec la masse, et on a augmenté le nombre de composants. Et donc comment faire pour aller vers une conception qui va vers la performance et qui abaisse la quantité de carbone? Mais il faut voir plus grand, c'est-à-dire que ce petit morceau de façade que je vous ai présenté au début, en fait, on va dire que c'est une ossature bois. Et comme c'est une ossature bois, on devait déjà mettre un panneau de contreventement. Donc, proportionnellement, l'incidence de l'écran feu baisse. Et ensuite, ce panneau est plus épais. Et je peux m'en servir pour faire de la protection solaire. Donc, si on essaye d'orienter la conception bas carbone vers une conception qui diminue la proportion de carbone tout en augmentant la performance, il faut veiller évidemment à ce que l'ouvrage soit léger, mais également à ce que chaque composant remplisse le plus de fonctions possible. C'est en fait la seule
solution. Donc, il faut voir la conception qu'on est en train de mettre en œuvre comme la conception, le principe de conception le plus grand possible. Et on peut espérer que le bilan carbone de conception baisse. Parce que le schéma que je vous présente, c'est un schéma qui pourrait correspondre à un bilan carbone intermédiaire entre un bilan carbone de produit, de façade, et un bilan carbone calculé global pour le bâtiment. Donc, nous, en tant que concepteurs, ce qu'on essaye de voir, c'est comment on peut agir sur cette question au sein de nos conceptions. Les industriels font des progrès sur la question produit. Les méthodes de calcul plus générales, évidemment, permettent de réinjecter une espèce de gain carbone lié à l'augmentation des performances du bâtiment dans la conception. Mais nous, entre les deux, ce qu'on essaye de faire, c'est de partir du plus bas carbone possible avec un maximum de choses. Donc on s'est fabriqué ce graphique qui désigne 8 aspects très génériques de la conception bas carbone en façade. Donc il y a les 3 termes les plus courants et les plus usuels entendus. À l'horizontale, il y a ces 2 sujets de mutualisation et de simplicité qui est en constante présente dans nos réflexions. Et à la base, il y a toujours ces questions constructives qui concernent la forme, qui concernent les modes d'appui et qui concernent également la possibilité de tendre les éléments. Donc, il y a des modes constructifs qui intrinsèquement permettent de faire gagner du poids carbone. Donc, je propose de vous présenter 3 études, j'espère le plus rapidement possible, et ensuite des projets. Mais ces études vous permettront de comprendre comment on aborde un projet chez VSA. Donc, un exemple de projet, on est dans une construction existante et on va se trouver en situation de réhabiliter en site occupé. La 3D ne le montre pas, mais c'est pas très grave. Ce projet, il est très inspiré d'une référence qu'on a au bureau, qui est une référence de réhabilitation en site occupé de logement, et également très inspiré, pour une autre part, d'une recherche qui consiste à imaginer des systèmes de façade qui ne s'appuient pas d'étage en étage, mais de poteau à poteau, et qui, de cette façon-là, sont indépendants des mouvements des planchers et permettent d'envisager une construction sur site stratifié par niveau. Donc, la première décision d'intervention, c'est de ne pas intervenir partout. Sur une façade voile percée, on va intervenir essentiellement au niveau des baies, à hauteur des baies. Et sur la façade qui ne dispose pas encore d'allège, on va les fabriquer. Puis ensuite, pose de l'isolant qui vient combler les espaces entre les éléments. Là, on voit que la façade qui s'est pensée, façade à ossature bois par élément, a un petit retard de chantier par rapport à l'autre. Bon, voilà. On verra ce qu'on en fait. Et surtout, les 2 systèmes fabriquent et mettent en place des dispositifs de fixation de bardage qui sont en soi suffisants pour fixer le bardage. C'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire d'imaginer de fixation complémentaire, notamment au niveau des allèges. Donc là, les conceptions, les ossatures bois, travaillées par moitié, par finalement la moitié de la hauteur de niveau, sont suffisantes pour fixer les bardages. Alors on a essayé de donner ou d'exploiter le potentiel maximum justement de donner à ce bardage, qui est un bardage qu'on imagine nervuré, pour franchir cet espace en fixation intermédiaire. Et on a cartographié en été, en hiver, les apports énergétiques sur chacune des façades. Donc on voit qu'il y a des façades très homogènes, des façades très hétérogènes et des façades qui prennent beaucoup de soleil, d'autres moins. Et le principe de ce projet va être d'incliner le bardage de telle sorte à rééquilibrer la façade par rapport à son apport solaire. Donc on recartographie ensuite les apports énergétiques avant-après, de façon à vérifier qu'il reste aussi des apports solaires en hiver. Donc ça, c'est une stratégie de traitement des apports solaires par l'encadrement de la baie et par la position de la fenêtre dans l'épaisseur de la baie. Pour la deuxième étude, j'ai ressorti une étude que l'on a faite récemment, fin d'année, dans le cadre d'un concours avec Arte Charpentier, mais qui forme maintenant une sorte de base
de ce que l'on étudie à peu près systématiquement lorsque l'on démarre un projet d'architecture. Donc, une cartographie, toujours un repérage des apports solaires, périodiques, été, hiver. Et une convention avec l'architecte de ce qui est susceptible de varier dans le cadre de ce projet. Et donc là, l'idée, c'était de récupérer les brise-soleil des ateliers éprouvés, qui sont des éléments qui n'ont pas bougé, qu'on imagine difficilement réalisés de nos jours, ou s'ils étaient à réaliser, on imagine qu'ils seraient très chers. Et on imagine de les mettre en position de telle sorte à ce que le mécanisme préalable n'existe plus, c'est-à-dire que ces brise-soleil qui étaient mobiles manuellement avec des grandes manivelles, on imagine qu'ils pourront devenir fixes, et que leur position sera idéale pour gérer à la fois les apports solaires d'été, surtout d'hiver, et protéger des apports solaires d'été. Donc toujours cette même méthode de cartographie, d'identification par tâche des zones qui pourront ensuite servir à l'architecte pour fabriquer un calpinage de projet. Des bilans qui, eux, sont destinés aux thermiciens. Et alors, au niveau de cette image-là, il y a une position un peu singulière qui est la position du brise-soleil qui ne correspond pas à ce que l'on a l'habitude d'imaginer quand on imagine un brise-soleil. Il est exactement en position inverse, relevé vers le ciel. La troisième étude, c'est un peu la continuité de cet indice. Donc là, on remet sur la table l'ensemble des jalons qu'on a à disposition lorsqu'on conçoit une façade vitrée avec un système de protection solaire. Chez VSA, on a beaucoup travaillé sur la position médiane, intermédiaire, qui consiste en combinant des vitrages extra clairs avec des systèmes de store spécifiques motorisés à permettre d'atteindre des performances de protection solaire notables, type 0,13. Notable mais intermédiaire. Ce système a été vérifié, il a été calculé, vérifié en soleil artificiel. Il a été réalisé à la Caisse d'épargne de Bordeaux, d'Architecture Studio. Voilà. Mais 0,13, je dirais qu'on a de plus en plus de mal à le défendre dans les projets avec les thermiciens. Même si les retours d'expérience, notamment à Bordeaux, sont bons, mais le réchauffement climatique aidant, on peut comprendre que les critères et les objectifs sont augmentés. Donc on peut les augmenter avec des systèmes plus sophistiqués, de type double pot. C'est ce que l'on a réalisé au Luxembourg. Mais finalement assez cher en entretien et assez ouvrageux également. Et le système le plus représentatif de ce que l'on a produit ces 10-15 dernières années, c'est plus un système avec des stores, vitrages extra clairs, qui n'est pas si performant que le système intermédiaire, mais qui fonctionne aussi. Exemple, la Créteil Val Office avec Michel Ferranet, architecte. Bon, maintenant, pour on ne sait pas trop quelle raison, mais les brise-soleil extérieurs, les stores extérieurs deviennent des prérequis de la commande. C'est-à-dire que la commande ne se traduit plus par une performance à atteindre, mais par un système à mettre en œuvre. Donc c'est intéressant, il existe de bons produits, brise-soleil, toile. Alors ça, c'est une photographie d'un projet de Lotz des années 70, avec l'état actuel de ce projet. Donc on voit que les systèmes de protection solaire par Storban, très intéressant, question de la vue et de la variabilité de la protection solaire, ont tous été remplacés. On peut imaginer que ces stores soit n'ont pas été entretenus, soit ont été cassés. Maintenant, si on regarde la question du bilan carbone, en comparant les différents systèmes de la planche et en regardant ce que aluminium veut dire par rapport à toile, donc ça c'est la ligne du dessous, et ce que motorisation veut dire par rapport à manuel, ça c'est la ligne du dessus.
Donc le fait de motoriser et le fait d'utiliser de l'aluminium pour les brise-soleil, c'est pénalisant pour le bilan carbone. Encore plus dans le cas d'une façade double pot, pour laquelle il faut rajouter une menuiserie extérieure. Donc la question se pose comme ceci. Les BSO permettent de passer d'un état de vitrage sans protection solaire à un état de vitrage avec protection solaire, mais ils peuvent tomber en panne. Ils sont pénalisants d'un point de vue du bilan carbone. Donc est-ce qu'on peut réussir à imaginer un système de brise-soleil fixe qui, lui, ne tombe pas en panne? Donc pour ça, on imagine utiliser la course du soleil, ou la variabilité de la course du soleil été-hiver. Cette variabilité, on l'examine, tous ces exemples sont faits pour une orientation sud, mais on l'examine avec des principes de pas et de proportion entre les lames et des principes d'inclinaison. Ça nous donne des résultats été-hiver où on voit que finalement en hiver, il y a une position qui nous permet encore de recevoir beaucoup d'énergie, et en été, finalement moins. Et cette variabilité reste intéressante, c'est-à-dire qu'en hiver, on va pouvoir bénéficier de la quasi-totalité des 85% d'énergie, et en été, bloquer 70% d'énergie rentrante. Donc finalement, on arrive à imaginer une position de brise-soleil fixe extérieure, à performance variable, et qui permet de faire varier aussi la performance de la fenêtre de façon naturelle au cours de l'année. Évidemment, ce système, à l'ouest, va avoir tendance à s'incliner, et on pose la question, on vous pose la question, on se pose tous la question de savoir si on a envie d'avoir des brise-soleil inclinés en façade ouest. Je vois qu'il me reste 3 minutes, c'est bien ça? Alors pour ce qui est des réalisations, réaliser avec un matériau biosourcé, c'est extrêmement intéressant, mais il faut préserver l'absence de finition intérieure, l'absence de seconde œuvre. La doctrine bois n'aide pas en cela, elle encourage à mettre en œuvre des écrans feu aussi du côté intérieur, mais si on la lit bien, si on fait une étude d'ingénierie avec un laboratoire spécialisé, on peut réussir à imaginer des systèmes, des matériaux, des proportions de bois qui permettent de préserver cette présence du bois à l'intérieur. Également en façade, donc on nous a demandé sur ce projet de concevoir un bardage avec une isolation biosourcée, et c'est une jeune personne du bureau, Elliot Scher, qui a eu cette idée de dire finalement on enlève le bardage et on montre l'isolant biosourcé. Ici c'est de la chaume. Les systèmes de préfabrication, alors ce sont des systèmes qui sont extrêmement éprouvés pour les tours et qui, avec les ossatures bois, voient leur dimension considérablement augmenter. Les façadiers aluminium les utilisent, cette augmentation de dimension, et ça a quelle incidence? L'augmentation de la dimension des façades préfabriquées aluminium permet de réduire le linéaire d'éléments, qui devrait être doublé sinon, et également permet d'atteindre au niveau des fixations des cadres les points durs du bâtiment et de s'adapter à la souplesse du bâtiment. Et si on n'avait pas fait de façade cadre ici à aluminium fixée uniquement en 2 points sur l'ossature, il aurait fallu rajouter une poutre au niveau du plancher qui aurait évidemment pesé économiquement, mais aussi pesé sur le bilan carbone du bâtiment. Le réemploi, ça marche et ça aide considérablement en milieu, en site occupé. Donc tous les projets de l'ANRU, réhabilitation de logements, ce sont des projets où il ne faut vraiment pas hésiter à faire du réemploi. Ici, le coffre de store, la menuiserie, le dormant de menuiserie existant qui vient permettre de fixer les tablettes, ou sur les projets par exemple de tribunaux, de tribunal en site occupé où les percements sont absolument inenvisageables, déposer les finitions intérieures c'est inenvisageable. Par contre les grilles de murs rideaux sont saines et on peut imaginer les faire évoluer avec de nouveaux systèmes de remplissage et ouverture. La mutualisation en 20 secondes, ça c'est vraiment le sujet sans limite. Donc là sur ce projet que vous aviez vu tout à l'heure, il s'agit d'une mutualisation des précadres en bois pour support du bardage. Et ça a permis d'éviter de faire ça. Les épines
peuvent être mutualisés soit pour fixer le bardage, et on peut même augmenter comme ça la performance de l'isolant, soit aussi pour en faire une épine de mur rideau, de menuiserie, un brise-soleil, mais également sur ce projet où les épines du bas servent de fixation du bardage et continuent vers le haut pour faire un garde-corps. On peut également sortir du cadre de la façade et imaginer que la façade, c'est aussi une façade jardin ou c'est aussi une façade acoustique. Donc sortir des limites et du périmètre de l'ouvrage que l'on est en train de concevoir. Je vois que le temps est écoulé, donc je vais laisser la parole. Merci. Le troisième intervenant est Rémi Timmermans. Il est responsable des ventes et co-directeur chez Fallprotec. Fallprotec est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de sécurité pour le travail sur façade. Je vous remercie. Donc, merci à tout le monde d'être venu à ZAC Façade. Donc, mon nom est Rémi Timmermans et je suis directeur commercial chez Fallprotec, une entreprise spécialisée dans la fabrication des systèmes d'entretien de façade. Et je vais vous expliquer en fait toute la démarche de réflexion que une société de conseil ou un bureau d'architecte doit réaliser pour penser déjà l'entretien du bâtiment, pour assurer sa performance énergétique et que le bâtiment vieillisse bien dans la durée. Donc, attendez, il faut que je découvre comment la machine marche. Voilà. Donc, à quoi servent les systèmes d'entretien de façade? Donc, en fait, on distingue d'abord l'entretien périodique. Donc, ça, c'est nettoyer les vitres, éventuellement nettoyer des éléments de façade tels que du bardage ou de la pierre, même si ça se fait à une fréquence moins souvent. Il y a aussi tout ce qui est entretien des pare-soleil ou d'éléments décoratifs. Les murs végétaux, donc maintenant on en met de plus en plus dans les bâtiments, mais tout ce qui est mur végétal requiert une fréquence d'intervention bien supérieure, et ainsi que tous les verrières ou les volumes verriers intérieurs. Donc si vous avez un atrium ou ici une verrière au plafond, il faut faire l'entretien pour que ça garde sa prestance qui était prévue initialement. Et après il y a un deuxième volet, c'est vraiment plus les maintenances lourdes. Donc par exemple les réparations de stores persiennes. Si vous n'avez pas de chance et que le système installé il n'a pas la performance qu'il faut, qu'il tombe tout souvent en panne, il va falloir envoyer des techniciens très fréquemment en hauteur. Ou sinon la réparation d'éléments de façade, si vous avez des panneaux de bardage qui tiennent pas correctement, il faudra les remplacer, ou même carrément un remplacement de vitrage. Donc vous voyez qu'il y a différents types d'opérations, il y en a des plus légères, il y en a des plus lourdes, et en fait le but d'aujourd'hui c'est de vous montrer un peu la démarche derrière, comment on réfléchit à ça en amont du projet, pour que tout soit bien intégré, pour que le résultat soit esthétique, que le résultat soit facile à utiliser et que ça réponde à toutes les normes. Donc d'abord, je vais juste vous donner un petit aperçu des normes européennes et françaises. Donc en fait, il y a deux types de dispositifs pour accéder en hauteur quand on est vraiment en suspendu. Donc le premier moyen, c'est les travaux sur corde. Mais là, on est vraiment dans le règlement EPI et si vos projets sont sur le territoire français, en fait, le SPS, il va toujours vous demander d'être en protection collective. Donc, ça va être plus pour des projets en Suisse francophone, au Luxembourg ou en Belgique, où vous allez peut-être pouvoir préconiser cela. En France, faut déjà un peu argumenter. On peut y arriver si on fait une analyse de risque, mais en général, les travaux sur corde, c'est pas vraiment recommandé. Donc, parce que c'est un équipement de protection individuelle, c'est un EPI, et au niveau ergonomique, c'est pas le même niveau d'ergonomie que être debout dans une nacelle. Les personnes qui font ce travail-là, en général, à 40-45 ans, ils changent de carrière parce que ça use vraiment le corps. Donc ici, les opérations, elles se font exclusivement par des cordistes qui sont certifiés. Après, vous avez les nacelles suspendues. Donc là, vous avez un exemple de nacelle suspendue. Donc là, on est dans la directive machine. Et donc là, les dispositifs, ils ont tous les dispositifs de sécurité qu'il faut pour l'entretien de façade. Et donc ça répondra aux exigences de protection collective. Après, juste pour vous rappeler, en fait, dans la loi française, l'INRS stipule que, à défaut de mettre un échafaudage en place pour pouvoir faire l'entretien, on va pouvoir utiliser une nacelle suspendue. Donc même dans la loi française, on ne parle pas de technicien sur corde. Donc en fait, ce qui se passe sur le marché, c'est que des fois les bâtiments sont pas bien pensés
Et c'est qu'après, du coup, on va mettre des techniciens sur corde sur les bâtiments. Et voilà, donc c'est d'où le but avec les bureaux d'architecture de bien prévoir ces dispositifs-là. Ici encore d'autres sources. Donc en fait, d'autres sources de documentation possibles. Vous avez aussi l'OPP BTP, qui est un organisme du BTP en France, qui a quand même rédigé pas mal de textes de loi, et ainsi que des articles du Code du travail, qui vont toujours à chaque fois vous rediriger vers la protection collective. Donc juste faites attention, si vos projets ils sont en France, ou si vous en faites un à Genève, en fait vos options au niveau du design vont différer un petit peu. Alors après, rapidement, c'est quoi les variables? Donc la première variable, c'est la sécurité, bien sûr. Donc c'est vraiment de prévoir que toutes les opérations de maintenance, l'opérateur, à partir du moment où il s'expose en hauteur, il est toujours en sécurité. Après, la deuxième chose, c'est l'ergonomie, parce que quand on a une surface vitrée, un bâtiment de 40 mètres de haut et de 50 mètres de large, ça fait déjà des centaines, voire des milliers de mètres carrés à nettoyer. On nettoie 25 mètres carrés par opérateur, donc ils peuvent y passer plus d'une semaine. Donc l'ergonomie, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a le cadre normatif. Donc là, ça dépendra vraiment si vous êtes dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Et après, même au sein de votre pays, il y aura des spécificités. Il faut aussi tenir compte de la hauteur du bâtiment. Par exemple, en dessous de 40 mètres ou au-dessus de 40 mètres, ça a des incidences parce que à cause du vent. Donc même si les travaux en hauteur sont proscrits à partir du moment où on a plus de 50 km/h de vent, si vous êtes sur une tour de 100 mètres, il va falloir prévoir certains dispositifs en façade pour stabiliser les opérateurs. Après, il y a les types d'opérations à effectuer. Je vous ai déjà parlé des opérations légères ou lourdes. La durée d'un cycle de nettoyage. Imaginez-vous maintenant, vous faites une tour de 200 mètres à la Défense, le nombre de mètres carrés que ça représente à nettoyer. On peut aussi réfléchir à combien de temps ça met pour faire un nettoyage complet de la tour. Après, le client, en fonction de là où il est, s'il est près du périphérique et qu'il y a de la pollution, ou si vous êtes en bord de mer et qu'il y a de l'air salin, vous allez soit prévoir 2, 3 ou 4 campagnes de nettoyage par an. Donc, il arrive qu'il y ait des tours où finalement, si on veut nettoyer 3 fois par an, la tour, elle va être nettoyée. Enfin, il y aura des opérateurs dessus 4 mois sur l'année. Donc, peut-être qu'il faut prévoir plus de dispositifs pour que les tours soient nettoyées rapidement, parce que personne n'a envie que quelqu'un soit là toute l'année suspendu. L'aspect esthétique. Donc, en fait, si on pense à l'entretien de façade le plus en amont possible, il est vraiment possible de l'intégrer avec les autres éléments de façade, que quand on vient un peu à la dernière minute parce que le truc n'a pas été pensé, à cause des descentes de charge et après avec l'intégration avec les autres corps de métier, c'est un peu plus complexe. Et aussi l'emprise au sol. Vous allez voir vraiment toutes les options, même la simple perche ou le camion nacelle. Imaginez-vous, vous êtes au plein centre de Paris, il n'y a rien qui est prévu sauf un camion nacelle, vous allez bloquer une rue. Pour vous donner un exemple, à Bruxelles, il y a une loi, si on bloque une rue dans la ville, c'est 1 000 € de taxes par jour. Donc, entre la location du camion nacelle qui va vous coûter plusieurs centaines d'euros plus les 1 000 € de taxes, en 3 campagnes de nettoyage, vous avez déjà payé quasiment plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses. Donc, après, au niveau du projet, c'est vraiment ça l'objectif pourquoi on vient vous faire la présentation aujourd'hui. C'est pour un peu vous sensibiliser sur penser à ces aspects-là, l'entretien du bâtiment. Moi, je fais toujours l'analogie qu'un bâtiment, c'est un peu comme un navire. C'est-à-dire, si on l'entretient pas correctement, après, il va se dégrader. Bon, le navire, il coule, le bâtiment, il tient, mais il est un peu moins joli. Alors, en fait, nous, ce qu'on essaye, c'est d'arriver très en amont sur les projets avec les bureaux d'architecture. Et après, on analyse la forme géométrique du bâtiment et on propose différentes variantes. Parce que après, ça dépend un peu du client, du cadre normatif. On va pouvoir lui proposer différentes solutions. Et on travaille beaucoup avec des consultants indépendants de façade, parce que eux, ils ont un rôle de consultants externes et ils vont pas vraiment favoriser un fabricant. Et c'est eux qui vont vous rédiger des cahiers des charges. Et ça vient vraiment du marché anglophone où les consultants de façade, ils sont vraiment à chaque fois impliqués sur les projets. Et je pense que sur les projets d'envergure en France, maintenant, ça devient aussi de plus en plus le cas. Et donc, c'est là où nous, en fait, notre but, c'est de travailler soit avec les architectes en direct, mais encore plus avec les consultants de façade, parce que comme ça, eux peuvent vous donner des conseils sur les aspects thermiques et efficience énergétique, mais même sur l'aspect entretien. Nous, en fait, notre rôle, on le voit plus comme confirmer la faisabilité des designs. Ça veut dire aux consultants, oui, ça c'est techniquement possible. Ah non, là vous êtes un peu trop ambitieux en termes de force, etc. Ça va pas fonctionner. Voilà. Et après, il y a toujours le coordinateur SPS qui lui a un droit de regard et un droit de veto. Donc après,
l'éducation, il y a toujours l'installation. Enfin, il y a toute l'engineering en 2D, 3D, BIM, tout ce que vous voulez. Après, vous avez l'installation par des personnes certifiées. Il y a toute la documentation à faire pour le DOE, la réception par un organisme de contrôle, et après, finalement, la formation des utilisateurs. Et après la livraison du bâtiment, il y a typiquement un contrat d'entretien, parce que je vais vous montrer certaines machines. Il y en a, elles valent le prix d'une voiture, voire d'une bonne voiture de luxe. Si vous tapez ça en haut d'un bâtiment de 100 mètres et que vous en faites pas la maintenance pendant 5 ans, bah la voiture, elle va pas démarrer. Donc, c'est pour ça que le contrat d'entretien, ça doit vraiment être quelque chose qui doit faire partie de la prestation. Il y a aussi, tout ça, c'est très normé. Donc, du coup, l'inspection annuelle, c'est requis par la norme. C'est pas juste une exigence des fabricants, c'est la norme qui l'exige. Et après, la formation périodique des utilisateurs. Donc, surtout quand vous êtes dans de la machine, dans l'appareil d'entretien de façade, l'utilisateur doit être formé à l'utilisation de chaque machine. Donc, si vous avez dit à une entreprise de nettoyage de vitres qui a 10 contrats sur la défense, elle va devoir former ses opérateurs sur chacune des machines. Ici, c'est un peu pour vous montrer le type de design. Donc, le premier design, lui, il va bien vous plaire parce qu'il n'aura aucune incidence esthétique. Donc, ça, c'est la perche de nettoyage. Donc, les vendeurs de perches vont vous dire ça marche jusqu'à 18 mètres de haut. Nous, personnellement, on limite ça à 10 mètres parce que sinon, il faut avoir des sacrés bras. Et puis, oui, c'est pas très facile. Donc, le degré d'ergonomie dépendra vachement de la hauteur. Et après, il faut aussi prévoir la place au sol pour pouvoir manipuler une si grande perche. Et puis, ces perches, elles fonctionnent avec, par exemple, de l'eau purifiée. Donc, il faut aussi le temps pour amener l'équipement, etc. Et ça aura besoin d'un gros débit d'eau. Donc, vous n'allez pas utiliser ça en intérieur et faire un lac au pied de votre façade. Ça serait pas l'idéal. Après, vous avez bien sûr les nacelles élévatrices. Donc ça, c'est une solution aussi qu'on peut avoir en location. Donc là, c'est là où c'est intéressant de regarder le coût d'opération à moyen terme. Parce que c'est vrai que vous allez rien devoir mettre à l'installation. Mais par contre, si vous faites un calcul des ROI sur 8 ans ou 10 ans, si c'est un client institutionnel ou une entreprise qui investit dans son bâtiment, qui sait qu'il va le posséder pendant 10 ans, bah, la nacelle élévatrice, elle va pas toujours forcément faire sens. Mais c'est un moyen qui est classé en protection collective. Donc ça peut monter jusqu'à 42 mètres. Après, franchement, 42 mètres, il faut quand même faire gaffe parce qu'avec les mouvements liés au vent, etc., on n'a peut-être pas envie que le panier nacelle il aille taper contre les façades vitrées. Et aussi les descentes de charge. Imaginez-vous, vous avez un garage en sous-sol, vous mettez une machine comme ça avec un bras de 42 mètres. Les descentes sur le sol, les descentes de charge vont être très importantes. Donc ça peut pas convenir partout. Même idem, un bâtiment au bord de Seine, ben, ça va pas être une option, on va pas mettre ça sur une péniche. Après, bon, on commence avec les systèmes d'accès suspendu. Le modèle le plus simple, c'est le point d'ancrage. Je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose d'appoint pour des zones très spécifiques. À nouveau, c'est uniquement pour des cordistes. Après, vous avez les potences. Donc les potences, ça, c'est idéal pour les terrasses qui sont rendues accessibles au public. Maintenant, on fait de plus en plus de terrasses où on veut avoir un resto sympa, etc. en toiture. Et ben, alors à ce moment-là, ça va pas prendre d'encombrement. On peut faire des systèmes qui sont invisibles quand c'est pas à l'utilisation. Donc, soit par cordiste, soit par nacelle suspendue. Après, il faut faire gaffe au poids de ces machines parce que par exemple, si vous roulez sur Paris, vous allez des fois en voir qui restent à demeure même quand elles sont pas en utilisation parce qu'elles sont juste trop lourdes à manipuler. Donc après, vous avez les monorails. Donc les monorails, typiquement, on essaye de les intégrer dans la casquette du bâtiment ou à l'intérieur pour l'entretien des atriums ou éventuellement en façade, même si c'est visible, des cours intérieurs, etc. Ça peut être accepté par l'architecte. Et donc là, utiliser avec des nacelles, c'est un système très efficace. Prochain après, c'est des petits chariots en toiture. Donc les chariots en toiture, ça a l'avantage de pas être visible depuis la rue. Donc contrairement aux rails installés en façade, facile d'accès, pas trop de maintenance, et ça permet d'atteindre 100% des zones de la façade très aisément. Là, je vais vous montrer. Voilà, j'ai peut-être sauté la vidéo parce qu'on n'a qu'une minute qui reste. Donc après, vous avez les grosses machines AEF. Donc ça, c'est des machines qui peuvent peser entre 4 tonnes jusqu'à 150 tonnes. Donc ça, typiquement, ça doit être prévu avant la construction du bâtiment. Et si vous faites de la rénovation, il faut bien vérifier si on peut installer ce type de machine. Parce que les descentes de charge qui vont sur la structure sont bien plus importantes. Donc quand ils font des tours à Dubaï de 200 mètres de haut, ben en fait,
le fabricant de la machine AEF, on est déjà consulté très en amont pour vérifier les descentes de charge et dimensionner les dalles en béton en conséquence. Mais après, ça permet de vraiment faire les opérations lourdes, faire les opérations légères, atteindre toutes les zones du bâtiment. Mais il faut aussi bien les maintenir. Et il faut acheter aussi des machines de qualité. Parce que des fois, les sociétés de construction, elles vont essayer d'aller au moins cher. Mais après, du coup, vous avez investi des centaines de milliers d'euros sur des machines qui vont plus fonctionner au bout de 5 ans à cause de la durabilité des pièces. Voilà. Donc, l'objet de la formation, c'était vraiment de vous montrer un peu le processus qu'on passe, la réflexion. N'hésitez pas à faire appel au bureau de conseil ou à nous qui sommes fabricants. On a un stand juste à côté si vous voulez nous voir et voir nos brochures, etc. On est à votre disposition. Je vous remercie. Merci. Merci Rémi. Alors la dernière intervention est une table ronde. Alors je ne sais pas si vous mettez des chaises. Elle est organisée par Sarah Arbos, qui est PDG de Bellapart. Et elle sera accompagnée de Fabio Bezecchi, qui travaille chez Moiti Rivière, et de Charles Dufresne chez RFR. Bellapart est une entreprise spécialisée dans la conception, l'ingénierie et la fabrication et l'installation de structures architecturales en verre et en acier. Donc ça va modérer cette dernière intervention au sujet d'un projet pour L'Oréal. Alors, la télécom. Bonjour. Donc, on est ici aujourd'hui effectivement pour présenter les projets pour L'Oréal au 14 Royal à Paris, le visionnaire espace François Dalle. Donc, d'abord, l'équipe ici présente, Moiti Rivière en tant qu'architecte mandataire, RFR Structure Enveloppe et l'entreprise Bellapart pour la partie exécution. Donc, d'abord, une présentation. Fabio Bezze, qui est architecte associé du cabinet Moiti Rivière. Quelques mots sur l'agence. L'agence Moiti Rivière a été créée en 2001 de la rencontre entre la Moiti et Rivière et compte aujourd'hui 4 associés en plus de la Moiti et environ une trentaine entre architectes et designers. Nous répondons sur des projets divers et variés. Donc, disons, les équipements culturels, les logements, l'hôtellerie, les grandes institutions, l'immobilier commercial et l'immobilier d'entreprise. Et notre savoir-faire se situe au croisement entre l'architecture d'intérieur, le design et la scénographie, ce qui nous permet de répondre sur des missions complètes entre, disons, du projet architectural jusqu'à la définition des intérieurs et du mobilier, ce qui est le cas pour les projets qu'on vous présente aujourd'hui. Ici, quelques références de l'agence passées et récentes, donc quelques références parisiennes. Je ne sais pas si ça marche. Voilà, pointeur, pas très efficace. Donc, du projet L'Oréal qu'on va vous présenter, à l'hôtel de la Marine, le premier étage de la Tour Eiffel, qui a été d'ailleurs un des premiers travaux chantiers faits avec l'entreprise Bellapart et RFR. Ainsi que d'autres projets parisiens, le siège de Jean-Paul Gaultier, la Banque de France. Des projets qui jouent avec la lumière. On voit aussi les projets des franciscaines à Deauville, avec un grand lustre de 400 mètres carrés, ou encore les boutiques et logements de luxe à Ibiza avec des volettes qui sculptent la lumière, le centre Bourse Lafayette à Marseille, ainsi que le centre international du graphisme à Chaumont. Des projets aussi pour la transformation des bureaux en logements et quelques projets plus récents, en cours, disons, comme la Grande Halle des Pantins, la médiathèque de Champigny-sur-Marne ou les 50 000 m² avenue Hoche, qui sont aujourd'hui en cours par l'agence. Je laisse les présentations à RFR. Bonjour à tous, je suis Charles Dufresne, je suis directeur de projet chez RFR Structure et Enveloppe. RFR est un bureau d'études donc composé d'architectes et d'ingénieurs spécialisés dans les structures complexes et les enveloppes sophistiquées.
RFR rejoint le groupe Artelia en 2015, devient une filiale autonome en 2018, mais reste tout de même très attaché à l'héritage de RFR, créé en 1982 par Martin Francis, Ian Ritchie et bien évidemment Peter Rice. Oh, pardon. Au-delà de notre compétence technique, RFR est très attaché à réaliser des projets qui concilient l'architecture, l'impact environnemental, l'impact carbone et également le confort des occupants des ouvrages. RFR a participé à de nombreux projets en neuf, mais également beaucoup de rénovations avec des typologies de bâtiments très différents, aussi bien de l'éducation avec le campus, notamment de l'ENS Saclay, sur le plateau de Saclay, également le campus AgroParisTech également au plateau de Saclay. Également des projets très emblématiques parisiens tels que la rénovation de la Samaritaine qui alliait des typologies multiples de logements, de bureaux et de commerce. Et à l'heure actuelle, RFR et Artelia sont extrêmement, excusez-moi, je perds mes mots, sont extrêmement impliqués dans le Grand Paris, notamment avec la réalisation de nombreuses gares, notamment la gare de Saint-Denis-Pleyel qui vient justement d'être livrée ces dernières semaines, et également des gares en cours de travaux, notamment à Orsay et à Palaiseau. Je vais passer la parole à Sarah pour présenter l'entreprise Bellapart. Merci. Je suis Sarah Arbos, je viens de Bellapart, qui est une entreprise avec la siège centrale à Barcelone. On a plus de 80 ans. Moi, je suis la 4e génération. On fait toute l'enveloppe de la conception et on a un ingénieur, architecte, jusqu'à la mise en place et l'installation des ouvrages complexes, notamment avec acier et verre, mais aussi avec des autres matériaux. Comme j'ai dit, je suis la 4e génération et j'ai pris la charge de la direction en 2020. On a fait une grande évolution, toujours dans d'abord construction machinerie, après menuiserie métallique, c'était mes grands-parents, mon père sur l'ingénierie innovante, et là, on maîtrise l'internationalisation et on travaille par tout le monde, notamment Europe et Amérique du Nord. Et on fait des ouvrages toujours complexes avec une ingénierie et une valeur ajoutée notable. Et voilà, je laisse la parole. Ok. Donc, le 14 août L'Oréal. L'Oréal organise un concours de maîtrise d'œuvre et d'architecte que l'agence Moati Rivière remporte avec son équipe, bien évidemment. Donc, on est au début 2018. Ici, le bâtiment qui se trouve au carrefour entre la rue Royale, au croisement entre la rue Royale et la rue Saint-Honoré, à quelques pas de la place de la Concorde et de la Madeleine. C'est un lieu emblématique pour L'Oréal parce que c'est ici qu'Eugène Schueller, en 1937, installe ses bureaux exactement au 3e étage des langues de ce bâtiment. Et L'Oréal voulait en faire en fait un lieu emblématique de la marque, un lieu qui est dédié à ses équipes, mais qui est aussi un lieu de formation, d'innovation, de création. Et il nous a demandé un projet qui était ambitieux, un geste architectural fort qui puisse incarner les valeurs de la marque. Ainsi, pour résumer, le visionnaire Espace Fansadal devait être le lieu des origines de L'Oréal, le lieu de transmission de la connaissance, un lieu d'innovation, un lieu pour recevoir les équipes de L'Oréal, donc c'est aussi un lieu de convivialité et de rencontres, un lieu de bien-être aussi pour les utilisateurs et certainement un lieu de beauté et un lieu de mystère. Donc on voit ici la cour historique comme c'est présenté à nous en 2018. Donc, on voit la cour, il reste pas grand-chose, disons, de l'aspect 18e de ce bâtiment. C'est quand même un bâtiment 18e. Et ici, on voit, c'est assez parlant sur ce plan, en fait, entre la rue Royale et la rue Saint-Honoré, les façades qui sont classées au titre de monuments historiques et les façades qui, côté cour, par contre, sont inscrites au titre de monuments historiques.
Donc pour nous, c'était clair que notre intervention doit être localisée dans cette zone de la cour, là où il y a la ligne pointillée, en dehors des protections patrimoniales. Donc la symbolique, certes l'agence Moitié Rivière et donc la recherche de la symbolique est au centre de notre travail. Et donc nous cherchons à inventer des lieux qui appartiennent à tous par une dimension symbolique. Parce qu'on pense que c'est par le symbole qu'on arrive à pérenniser l'architecture. Et ici, dans ce projet, la symbolique est traduite par ces volumes, une espèce d'ovoïde suspendu au milieu de la cour. C'est à la fois un cœur, un cerveau, c'est la maternité, c'est là où tout commence. Et donc, cet objet architectural qui à l'intérieur est revêtu d'une laque réfléchissante qui irradie toute la cour et qui est abrité par une grande verrière, une spirale d'énergie qui est fait 25 mètres de haut et 8 mètres de large et qui la protège et l'enveloppe. Donc c'est là toute la symbolique. À l'intérieur du visionnaire, ces volumes suspendus, il y a une salle spécialement conçue pour L'Oréal avec un dispositif digital innovant et, comme je disais, spécialement conçu pour la recherche et l'innovation. Là, on voit le bâtiment et la grande verrière qui s'installe dans la cour historique. On voit, on est dans un contexte patrimonial très important. Et on voit le dialogue qui s'installe, qui s'étisse entre la verrière et la cour historique. Cour historique qui a été complètement, disons, restaurée. Donc, il y a eu un vrai travail de conquête patrimoniale. On a retrouvé les façades en pierre de taille. On a retrouvé les garde-corps en fer forgé qui étaient typiques de ces bâtiments 18e, mais dans une nouvelle relation qui s'étisse entre la verrière, la verrière contemporaine et le bâtiment historique, dans ce jeu de reflets et de profondeur qu'on a recherché. Ici, on voit la coupe pour comprendre un peu mieux, effectivement, la transformation qui est conséquente. Sur votre gauche, il y a la rue Royale. Au centre, la cour historique. Et on voit effectivement cette grande verrière qui prend place dans la cour avec cet objet qui est suspendu. Et tous les espaces, en fait, qui sont ouverts vers ces grands vides, qui donc devient comme une boussole. C'est un point visuel très fort au milieu de la cour et qui est visible de tous les espaces autour. C'était pour nous aussi un voyage. Tous ces espaces devaient être traités avec des lumières, des couleurs différentes pour donner du sens au déplacement. Donc depuis le rez-de-chaussée, les halls d'entrée, le premier étage des ateliers de travail, au deuxième étage, dans la plus belle hauteur, on retrouve une grande salle qui s'appelle la galerie pour recevoir. Au troisième étage, des salles qui sont des salles de travail comme des petits lofts, qui donne accès à l'intérieur du visionnaire. Et c'est pas un hasard qu'il soit là à l'entrée, parce que c'est au troisième étage qui se trouve le bureau historique de Jean Schweller. Et donc c'est là qui devait se matérialiser pour nous ce lien entre le passé et le futur, ce qu'on appelle la mémoire du passé, la mémoire du futur. Pour terminer, au quatrième et cinquième étage, l'Académie L'Oréal qui prend place et l'accès sous la coupole de la Grande Verrière. Quelques images rapides de ces espaces qui s'ouvrent vers la verrière. Au rez-de-chaussée, une grande cabinet de curiosité pour raconter l'histoire de L'Oréal à travers 25 niches thématiques qui sont des niches, disons, interactives, multimédia. Au deuxième étage, une grande salle de réception. Le plafond a été travaillé avec plus de 14 000 tubes transparents en verre borosilicate, un lustre à l'échelle de la pièce qui magnifie la fonction de réservoir. Et on voit sur l'image de droite cet escalier qui, depuis le rez-de-chaussée, nous amène vers cette salle dans une promenade architecturale sous les reflets du volume suspendu du visionnaire. Donc depuis le deuxième étage, on le voit depuis le balcon, on a cette vue en profondeur vers la cour historique, magnifiée par les reflets du visionnaire. Encore, au troisième étage, on rentre à l'intérieur de cette coque suspendue, les grands dispositifs digitales spécialement conçus pour L'Oréal, l'accès vers l'intérieur de la salle par une passerelle qui nous permet de traverser le vide qui ceinture le volume.
Et pour terminer, le dernier étage, 5e étage, l'étage de l'Académie des coiffures L'Oréal, avec l'accès à la verrière et sous les ciels de Paris. Ici, l'espace en fait qu'on a au 5e étage, on remarque des panneaux suspendus, c'est des panneaux en bois micro-perforé pour traiter l'acoustique de ce lieu qui devait être un lieu de beauté, mais aussi un lieu dans lequel on se sent bien. En fait. Donc, juste quelques mots, vous l'avez compris, sur la partie centrale du projet, la grande verrière qui est au milieu de la cour. Donc, pour nous, les points essentiels pour développer cet ouvrage, c'était de créer une ascendance dynamique, c'est-à-dire une hiérarchie structurelle entre la structure primaire et secondaire, qui donne une direction, en fait, qui est matérialisée par les capots serreurs à l'extérieur, spécialement conçus, et qui donne donc cette direction d'enveloppement jusqu'à l'apex, jusqu'au sommet de la verrière, dans l'autre sens qui est des joints de silicone. Une coupole transparente, donc on voulait que toutes les structures s'arrêtent avant d'arriver à l'apex de la verrière, de façon à laisser dégager en fait la vue verticale. Donc il y a une poutre périphérique, il y a une poutre en forme d'ovale, une poutre échelle qui permet de raccorder toute la structure et de laisser dégager le centre. La continuité du reflet, je lisais tout à l'heure, c'est parce que, en fait, comme vous voyez, on voulait que les vitrages la surface des vitrages adhère le plus possible à la surface de référence pour avoir une continuité de reflet, même si déformée certes par la forme de la verrière. La ventilation naturelle, comme je disais, pour donner du confort. Donc, 13 ouvrants des ventilations sont placés en correspondance de cette poutre échelle et ils permettent la ventilation naturelle de l'espace. La parfaite intégration avec la toiture existante, car on est dans un contexte historique, donc il y a la confrontation entre la géométrie complexe de la verrière et les toitures en zinc existantes. Donc on a retravaillé toute la partie en fait côté court pour que la toiture en zinc se marie avec ces mouvements en éventail autour de la verrière. Et pour terminer, la précision d'assemblage, pour nous c'était essentiel qu'il n'y ait pas de soudure faite sur site, car la soudure en chantier, ce n'est jamais une garantie de parfaite exécution. On voulait que ça soit presque une œuvre de serrurerie et pas une œuvre de charpente en termes de finition et de qualité d'assemblage. Donc, on a mis au point, grâce à l'entreprise Bellapart aussi, ces nœuds en fait qui sont usinés à partir des pièces d'acier massives et qui sont liaisonnés mécaniquement, qui permettent de liaisonner mécaniquement la structure primaire et la structure secondaire. Ainsi, les serrages sont localisés à l'arrière de la structure et on voit absolument rien. Le détail est très bien résolu dans ce point de vue. Et cette méthodologie, a permis aussi de préfabriquer toutes les pièces en fait en atelier, d'avoir toutes les pièces déjà pré-laquées et de faire que l'assemblage sur site, comme un grand mécano à l'échelle de 25 mètres. Donc enfin, le projet est fini, que vous pouvez voir aujourd'hui à la Royale. Pour nous, c'était un défi architectural et technique qui a été possible aussi grâce à la collaboration avec des ingénieurs talentueux. Et là, je laisse la parole à RFR, qui a suivi avec l'équipe toute la partie d'ingénierie. De nombreuses personnes chez RFR ont participé à l'élaboration de ce projet extrêmement complexe en termes de structure, de géométrie, d'enveloppe. C'est ces trois aspects que je vais développer. En tout premier lieu, nous allons parler de la géométrie. La géométrie de cette verrière, pour en définir une surface de référence, nous avons utilisé le principe de balayage. Pour générer une surface de balayage, nous faisons parcourir une courbe le long d'une autre courbe. La courbe génératrice qui va parcourir l'autre courbe qu'on appelle le rail reste fixe le long du rail et toujours de manière normale. Une fois que cette surface de référence a été générée, il a fallu la border, donc les bordures de cette surface sont données contextuellement par le site, c'est-à-dire des distances
entre les façades existantes et l'ouvrage qui permettrait notamment et le montage, mais également la maintenance de l'ouvrage a posteriori. Également au sol, l'emprise voulue par l'architecture au sein de la cour, et évidemment le raccord en toiture dont Fabio vient de vous détailler le principe. La génératrice et les génératrices et le rail sont elles-mêmes des courbes formées par soit des portions de droite, des arcs de cercle, le tout raccordé par des courbes de raccord. Quand la génératrice parcourt la courbe de rail, cela advient à générer la surface de référence qui se retrouve être une composition de sous-surfaces avec des sous-surfaces qui prennent plusieurs formes, qui peuvent être des surfaces circulaires, des surfaces libres ou gauches, et également des portions de tore. Une fois qu'on a géré cette surface, les deux directions et le calpinage de cette enveloppe a été donné par l'architecture. Donc il s'agit de deux courbes tridimensionnelles dont Fabio a parlé, qui d'un côté sont la trame de capot-serreur, de l'autre la trame en silicone. La trame principale que vous avez en bleu, qui est la trame principale donc de l'enveloppe, se constitue de tubes cintrés qui respectent parfaitement la surface de référence. Une structure secondaire, cette fois-ci rectiligne, qui suivent un profil rectangulaire. Cette maille ainsi créée est soutenue, déchargée par un système de bielles hors plan qui forme une connexion physique avec l'ovoïde de la selle du visionnaire intérieur. Cette mise en place des bielles a permis de réduire au maximum le dimensionnement des structures primaires et secondaires. Enfin, vous avez des structures donc en rive, notamment en rive verticale, qui vont se connecter aux grosses œuvres. Et enfin, comme Fabio en parlait, une structure type échelle en forme d'ovoïde pour soutenir le vitrage sphérique de l'apex et également les ouvrants de confort. Enfin, une structure donc tertiaire qui est à proprement parler la structure support de l'enveloppe, qui se formalise sous la forme d'un plat formant un ruban qui parcourt dans la direction de la structure principale la verrière, et qui accueille les systèmes d'étanchéité et de serrage des vitrages. Comme Fabio l'avait précisé, les nœuds ont été travaillés extrêmement finement pour qu'ils s'adaptent parfaitement à la rencontre de ces deux réseaux primaires et secondaires formant la maille. Un soin avait été également extrêmement apporté sur les attaches des structures latérales de rive qui étaient visibles dans le projet. Ici, vous avez donc le schéma structurel d'ensemble avec la réalisation où on voit cette hiérarchie qui apparaît entre la structure principale, la structure secondaire rectiligne, les bielles de connexion avec l'ovoïde et les pièces de racole qui participent pleinement à l'architecture intérieure du lieu. Une fois que cette structure est définie, il a fallu définir notamment la composition des vitrages. Les vitrages sont pour la plupart à double courbure, ces vitrages donc bombés, à chaud, et qui présentent une composition assez complexe. Au niveau architectural, la volonté était de ne pas avoir des vitrages trop teintés et de garder un maximum de transparence de cette enveloppe. Il n'était pas très pertinent d'utiliser des couches de contrôle solaire classiques qui auraient eu pour effet de teinter beaucoup le vitrage. Il a été préféré une solution de travail par réflexion avec la mise en place d'une couche réfléchissante Ipasol Bright White. Cette seule couche réfléchissante n'était pas suffisamment efficace pour contrer les apports solaires au sein de cette verrière. Elle a donc été complétée par un système de sérigraphie sérigraphie. Enfin, ni la couche Bright ni la couche de sérigraphie n'est vraiment très efficace en termes de basse émissivité des vitrages. Donc une troisième couche, cette fois-ci faiblement émissive, a également été mise au contact de la lactère du double vitrage isolant.
Le vitrage isolant est donc composé d'un double vitrage feuilleté, d'une amargon à 90%, et d'une intercalaire type mousse qui permettait de suivre la courbure et de réaliser correctement l'assemblage de ces vitrages à double courbure. La sérigraphie, on l'a voulu contextualiser, c'est-à-dire que une étude solaire et d'ensoleillement a été menée très finement par le bureau d'études Étamines, bureau d'études environnement, qui a permis de nous fournir une cartographie très précise de l'irradiation solaire sur l'ouvrage. Vous avez ici les courbes de flux que reçoit donc la verrière, la ligne grise matérialisant la limite où la sérigraphie n'était plus nécessaire pour garantir nos valeurs de facteurs solaires voulues. Cette étude précise nous a permis de mettre en place une sérigraphie qui se densifie au fur et à mesure de l'ascension le long de l'ouvrage. La sérigraphie est nulle en partant du sol pour arriver vers un taux de 45 ou 50% au niveau de l'apex. Ces deux images sont assez révélatrices où on voit que la transparence est conservée très fortement au niveau inférieur, et on voit cet effet un petit peu plus laiteux, un petit peu plus feutré, avec le taux de sérigraphie maximal au niveau de l'apex. Ah. Je ne sais pas. J'ai rien fait, moi. Il faut avancer un peu. J'y vais, là. Donc, on recommence. Vous reprenez la main, là. Quoi? Non, là, ça allait un petit peu trop loin. Alors, on en était où? Non. Voilà, on y est. Bon, ça a complètement cassé mon effet de surprise. Il faut passer avant. Bon, là, on était là. Voilà. Donc le taux de sérigraphie, donc voilà, qui est donc contextualisé en fonction justement d'une étude d'ensoleillement très précise. Pour parler très rapidement du système d'enveloppe, donc comme Fabio l'a dit, une première direction avec des capots et des prises en feuillure, de l'autre côté un silicone. En fait, les vitrages à double courbure sont tenus sur deux côtés uniquement, avec le long de la structure tertiaire et un vitrage bord à bord au droit des joints silicone dans le plan de la structure secondaire. En bas, vous avez une image qui représente justement le parcours et notamment tout le principe de drainage qui parcourt finalement du haut en bas de la verrière. Enfin, pour terminer, je voudrais revenir sur deux éléments qui sont très importants dans ce projet, mais qui ne se sentent pas forcément. C'est tout ce qui a trait aux déformations et également aux tolérances. Dans un projet comme ça, on n'a pas vraiment de critères de tolérance adaptés à un type d'ouvrage. Donc, il y a eu un grand travail, notamment par Bellapart, de justification, de vérification et de prouver, enfin pas de prouver, mais de réfléchir et de justifier la compatibilité des déplacements de la structure comparé aux critères de déformation des vitrages. Il y a eu également un gros travail sur la reprise des tolérances de fabrication des verres bombés, avec notamment la mise en place d'un profil de drainage adapté pour reprendre ces tolérances qui étaient de l'ordre de 12 mm dans le plan et hors plan. Comme vous pouvez l'imaginer, ce projet il a été réalisé dans le cadre d'une ATEX tenue par Bellapart. Qui a nécessité beaucoup de justifications. Parce que quand on regarde un petit peu de près, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement rien de traditionnel dans cet ouvrage, que ce soit en termes de vitrage. Donc là, c'est des vitrages bombés. Il a fallu effectivement produire des justifications pour l'assemblage des verres feuilletés, des justifications pour l'assemblage du vitrage isolant et notamment la pénétration d'humidité au niveau du joint de scellement. Également faire des essais à la flexion. En termes de structure, il a fallu démentionner, fabriquer, poser très finement pour que les vérifications et les compatibilités des ouvrages entre eux puissent être faits.
Et donc je vais passer la main à Sarah Arbos qui justement a tenu la réalisation de cette structure, la fabrication, sa mise en œuvre et jusqu'à l'aboutissement du produit fini. Merci beaucoup, Charles. Bon, je commence un peu l'histoire. On était contacté par pour essayer de faire une offre, pour mettre en œuvre cet exceptionnel ouvrage qui poussait à niveau au-delà de la norme l'architecture et la technicité. Ça, c'est le render qu'ils nous ont fourni. Après la première discussion avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses qui étaient vraiment importantes. C'était la géométrie, qu'il fallait bien la garder, c'était une chose intrinsèque de ces projets, et la continuité de réflexion. Et c'était dans les deux lignes qu'on a pris le défi. Et on a dit, comment on peut le faire? S'agissait, comme je dis, c'était 470 mètres carrés d'ouvrage à 25 mètres de hauteur. Voilà. Alors, on s'est dit, voilà, il faut qu'on aille en continuité de réflexion. Et pour ça, on ne pouvait pas faire de verre centré à froid, parce qu'on aurait de coupures sur la géométrie. Il fallait le faire centré à chaud. Mais il faut noter que c'est de vitrage isolante et que pour l'avoir, avant de cet ouvrage en France, ça n'avait jamais été fait. Mais du coup, on a fait une étude très pointue de la géométrie pour bien la maîtriser et pouvoir voir en exactitude la taille et les rayons de ces vitrages double courbure. On s'est rapproché de Sunglass pour voir quelles étaient ses limites, ses contraintes, et on a détaillé ces mailles-là en conjonction avec eux pour avoir ces précisions dans la géométrie. Et c'était dans ces processus qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire des joints boulonnés. Parce qu'avec des soudures, soit en place, soit chez nous, on n'arriverait jamais à contrôler la déformation de telle façon de pouvoir soutenir les tolérances nécessaires. Mais on avait un sujet que c'était la raideur des nœuds. D'accord? Et avant de faire la proposition finale, on a fait les calculs, on va dire, en deux étapes. Une étape initiale d'analyse computationnelle avec des éléments finis, parce que c'était pas, on partait des joints massifs, mais il y avait besoin de mettre des trous pour pouvoir accéder et faire la pré-contrainte et la contrainte des boulons. Et là, on a vu que ça pouvait marcher. Et c'est là on a dit, ok, on a une offre, on peut le faire. Ensuite, on s'est dit, on n'est pas convaincu qu'avec les éléments finis. On a fait 2 tests chez nous, de 4-point bending et de torsion pure. Et on s'est rendu compte, en faisant ce test, ces deux-là, que c'était beaucoup mieux la réalité que celle hypothèse qu'on avait pris. Et on s'est dit, bon, on part bien, ça marche. Après, ensuite, on a fait une vérification structurelle, juste à grosso modo moins, la charge avant, c'est tenu pour le côté et pour les bras biarticulés qui se tiennent sur la goutte antérieure. Le poids propre, ça passe jusqu'à un mur. C'est un mur béton, c'est pas les structures du bâtiment qui après, c'est ces murs qui redistribuent sur le bâtiment. On a fait des analyses esthétiques de deuxième ordre avec des imprécisions forcées pour voir que toute la structure elle tenait. On était convaincus, on suivait. Et là, on a parti sur le prototypage. On avait déjà une idée, mais on a fait, ça c'est le premier nœud qu'on a usiné chez nous avec un contrôle numérique 5 axes pour voir les temps de durée et les tolérances. Ça, on l'a fait avec 0,1 mm de tolérance. Et on a mesuré chacun avec un bras pharo pour bien maîtriser qu'on gardait les tolérances. Ensuite, on a fait ces modèles-là, en fait, pour que les architectes, conjoints avec les ingénieurs, pouvaient valider la finition de cette nœud. Et dans un de ces temps, on a fait 7 prototypes déjà avec le point de vue ATEX, qui a permis de valider la couleur, les finitions, mais aussi de faire notamment 2 tests, qui sont les suivantes. Un test impact, corps souple,
et un test d'étanchéité à l'eau. On a fait l'APEX, c'est la partie supérieure parce que c'était la plus complexe, parce qu'on avait les 13 ouvrantes et l'interface entre les panneaux fixes et l'ouvrante, c'était assez compliqué pour réussir à avoir l'étanchéité. Tout ça vient de se passer aussi. Et là, on a commencé à faire toute la fabrication dans notre atelier. Et vous voyez qu'ici, on a le bras pharo. Et ici, vous voyez les structures primaires. Et là, on a fait de centrage 3D dans les structures primaires. Chaque structure, quand il arrivait, il était mesuré avec le bras pharo pour garantir le 0,1 mm dans tous les côtés. Aussi les nœuds. Mais après, on savait que la tolérance, elle s'accumule. Et on voulait bien maîtriser où il était. Et on a fait des pré-assemblages chez nous. Et après, on a fait un scan 3D pour bien vérifier que toute la structure, elle était nickel, en pointe. Et en dessous, vous voyez, on a fait pareil pour l'APEX. Une fois on était bien convaincu que ça fonctionnait, on a soudé le RICO, que c'était la seule chose dans laquelle on avait besoin de suture. Et juste pour avoir un ordre de grandeur, chaque pièce dans cet ouvrage est différente. Ça veut dire qu'on avait à peu près 50 d'ancrage, 180 profils centrés, 190 nœuds et de profils RAID PRS et de vitrages, tous différents. Les vitrages, pour pouvoir garantir la tolérance, on a fait des voyages de Velapar chez Sunglass qui est en Italie et on a tout vérifié avec des scans 3D, avec des feuilles d'autocontrôle parce que on voulait se trouver dans l'ouvrage avec tout contrôlé. C'est quasi presque où ils sont en pièces uniques. Je dis, j'ai des enfants que c'était comme un Lego. Vous achetez un Lego, il y a des petits sacs avec un gros manuel à le faire. C'était ce qu'on voulait. Parce qu'on avait une autre contrainte, que c'était, on n'avait pas de la place. C'était un tout petit patio, juste au milieu de Paris. On ne pouvait pas faire grand chose à niveau moyen auxiliaire. La méthodologie de pose devait être vraiment précis, exact et minimaliste. Et on a envisionné cette méthodologie. Il arrivait les transports comme un sac de Lego et on a commencé pour en bas les structures, les latéraux. Après, vous voyez ici, chacun avec les numéros numérotés. On a continué qu'avec les structures et une toute petite nacelle ici. On continue. On avait un tour à l'extérieur mobile très grand, un MK88, qui permettait de nous aider une fois on arrivait au tour et aussi d'enlever les moyens de levage une fois finalisé. On continuait avec les structures et une fois on avait fait les structures, on rentrait dans la partie vitrage. À grosso modo, on avait 3 types de méthodologies de pose de vitrage. Une méthodologie pour la partie basse, dans laquelle on se servait d'un robot venteuse. Une partie pour tout ce qui était les vitrages dans l'angle, avec un venteuse plate et des LED des échafaudages. Et dans la partie haute, on se servait de la grande tour, de la grande grue mobile. On a suivi le même style de bas en haut, en faisant la pose de vitrage. Ici, on voit un peu comment ça changeait. Et dans la partie finale, il y avait plus de grue, d'abord. Et aussi, tout ce qui était la silicone de l'extérieur a été fait avec beaucoup d'alpinistes. Et tous les tests à l'arrosage et tous les tests d'étanchéité ont été faits avec des alpinistes, ainsi que tous les revêtements latéraux, les habillages latéraux, parce qu'il n'y avait pas de la place. Et voilà, ça c'est un peu le gif final qui nous a permis, comme on voit, d'aboutir dans une réalisation qui a une continuité de réflexion comme celle qu'on avait promis, qui garde aussi la structure et la géométrie initiale et qui donne ce résultat-là. Et ça a été possible grâce à la coordination de 3 métiers avec un objectif très clair
Et ça permet aussi de pousser les limites de cette belle œuvre. De réalisation, voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bon. On récupère nos... Merci beaucoup vous trois pour cette présentation exceptionnelle, époustouflante. Est-ce que vous avez des questions? Abseilers. Alpiniste. Je veux Comment- peut-être vous répondre. Comment nettoyer le vitrage par l'extérieur? Ouais, il y a plusieurs interventions possibles. Là, en fait, ça a été étudié aussi dans la conformation de la cour, la possibilité de faire entrer une nacelle depuis la rue qui monte jusqu'au sommet de la verrière côté cour et côté toiture existante et un schéma de maintenance. Donc ça se fait en deux parties par l'extérieur, par la cour et par la toiture. Et voilà, c'est comme ça que ça a été résolu. Donc toute la partie effectivement qui ceinture la coupole, en fait, c'est un grand chéneau qui est par contre praticable avec des caillebotis, donc tout est accessible. Et après, ça c'est pour le nettoyage en fait. Et pour les interventions, pour l'instant il n'y en a pas eu, mais on pense qu'il n'y en aura pas. S'il y a quelques interventions exceptionnelles, ce sera par cordiste. Merci, c'est exceptionnel. Bravo. Merci. One last question. Anyone? Okay, coffee then.